terre brûlée, au vent l'onde de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Donc une carrière de chanteuse à venir, quoi. Bonjour Vanessa Mirandeville, merci d'accepter de nous... On se reçoit ou vous nous recevez. En fait, on est dans un parc. C'est une émission qui s'appelle Candidate Candidat. C'est une émission donc, qui s'adresse aux gens qui briguent le suffrage universel ou qui l'ont déjà brigué. Vous rentrez pile dans cette définition-là. Et c'est pour ça qu'on vient vous rencontrer aujourd'hui. Je suis Franck Cellier, je suis accompagné de Sarah Cortier pour vous interviewer. Bienvenue dans cette interview. Merci en tout cas. On peut enchaîner avec la première question qui est comment est-ce que vous êtes entrée en politique ? Alors, c'est un cheminement en fait progressif. Ça remonte à ma jeunesse, exactement à mes années de lycée. J'avais 15 ans. J'étais partie en métropole pour mes études, enfin pour la fin du lycée. Et je me suis retrouvée à être interpellée par des camarades sur la dette des pays pauvres africains. Et c'est vrai que c'est un sujet qui là-bas interpellait pas beaucoup en fait, parce qu'on se sent pas forcément proche de l'Afrique quand on est en métropole. Moi, venant de la Réunion, ça me parlait beaucoup plus. Et je me suis rendu compte que finalement, quand j'essayais après d'en parler à d'autres camarades de classe, de lycée, il n'y avait pas de répondant. Deuxième sujet, ça a été ensuite la mise en place dans la Constitution française, ça c'était une action du WWF, d'un code de l'environnement, de quelque chose qui protège l'environnement. Et là pareil, quand je suis allée démarcher des personnes, je me souviens clairement d'une séquence où je tombe sur deux parents avec un bébé dans la poussette et qui me disent non mais moi l'environnement ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Et ce contraste entre ce petit bébé qui était en train de commencer sa vie et ses parents qui ne se rendaient pas compte qu'on ne peut pas avoir des enfants et se dire qu'on s'en fiche de l'environnement, m'a poussé à aller encore plus loin. Donc ça a été vraiment le côté associatif. Donc après, je suis passée j'ai été simultanément même à WWF, mais aussi à Greenpeace, à Banque Alimentaire et UNICEF pour le côté aussi social. En fait, j'ai toujours eu ce double volet humain et nature. Et puis finalement, ce volet associatif, alors on agissait, on faisait on faisait signer des choses, on récoltait des denrées par exemple avec la banque alimentaire pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir correctement. On faisait le tri de tout ça, j'ai fait des maraudes et des distributions avec les Restos du Cœur. Et puis finalement, je me suis dit oui, mais on est un peu une goutte d'eau dans un océan de détresse humaine ou de problèmes écologiques. Et là, je suis passée sur un volet plus politique, alors poussée aussi par mon plus grand frère qui était déjà chez les Verts et qui m'a emmenée à des premières réunions. Donc là, je me suis dit, c'est intéressant parce que le politique, là, on est sur du global, là, on a vraiment du pouvoir d'agir. Mais je me suis rendu compte que ça blablatait beaucoup, des grands cycles, des grands mots, des grandes réunions, et à la fin, on fait quoi concrètement ? Donc j'ai été un peu frustrée des deux côtés en me disant, d'un côté, il y a l'énergie, il y a l'envie d'agir, mais pas les moyens juridiques et financiers notamment. Et de l'autre côté, il y a les moyens d'agir, mais il n'y a pas la motivation, il n'y a pas l'envie. Et je me suis dit, mais comment je fais pour qu'il y ait les deux en même temps ? Qu'il y ait le pouvoir d'agir et la motivation. Et cette énergie de l'associatif. Et donc, j'en suis venue à rentrer, après mes études ici à La Réunion, à me réinscrire ici chez les Verts Réunion et à ce qu'on me propose d'être candidate. Au régional, c'était les régionales 2010. Oui. Et donc là, je me suis dit, ok, là, ça va être peut-être un peu plus concret. Je vais aller voir des gens, je vais discuter avec eux, je vais comprendre c'est quoi les problèmes des Réunionnais. Et on va pouvoir proposer quelque chose de plus concret. Donc ça a été une très belle expérience. On a presque fait 5%, donc on aurait pu, si on les avait atteints, se maintenir au deuxième tour. Et finalement, 94, je crois, donc malheureusement, pas il manquait de que ça. Voilà, il manquait quelques voix. En 2011, donc vous vous présentez à nouveau au cantonal cette fois-ci. Exactement. En 2014. Ça fut un peu une surprise d'ailleurs, vous remportez l'élection municipale à la Possession. Voilà, mais pour faire le lien avec ce que je disais juste avant, en 2011 j'étais encore chez Europe Écologie, à l'époque ça s'appelait plus les Verts mais Europe Écologie.
Et après ces cantonales où on a fait 48%, et c'était un score historique en fait face à un maire qui était là depuis 40 ans, alors maire mais aussi conseiller général donc au département depuis 40 ans. C'est la première fois qu'il y a eu un second tour à la possession depuis 40 ans. Donc ça a vraiment, on va dire, choqué les possessionnaires en se disant « Ah, d'accord, donc c'est possible qu'il y ait une alternance et qu'il y ait autre chose qui ne soit proposé politiquement. » Mais ce qui m'a gênée, c'est que pendant ces années Europe Écologie, j'ai essayé justement de prôner ce que je disais avant, ce côté associatif. En fait, ce côté où on est une équipe, on travaille en transversalité et non pas ce côté pyramidal qu'ont les partis politiques, en tout cas les traditionnels et les conventionnels. Et surtout, sortir aussi des dogmes, de dire voilà, on est écolo, donc on est contre tout projet de route, on est contre tout projet de construction, on est contre... je dis non, à un moment, par exemple, les gens ont besoin de logement, on ne peut pas être contre le béton en théorie, mais quand les gens sinon dorment dans leur voiture, à un moment il faut construire du logement. Après on peut essayer de le faire de la façon la plus écologique possible, on peut mettre de la végétation autour, mais on doit construire quand même du logement. Et donc finalement après 2011 j'ai quitté Europe Écologie et j'ai fondé mon propre mouvement, et justement avec cette vocation à être un mouvement associatif dans l'esprit. On fait de la politique, mais on le fait comme une association, on travaille comme une association, c'est-à-dire moi je ne suis pas le chef au-dessus qui dit aux autres comment il faut faire. Voilà, chacun a ses responsabilités, chacun a sa pierre qui l'amène à l'édifice. Et puis voilà, et c'est comme ça que de 2011 à 2014, on a fait notre campagne et on a pu être élu en 2014, je pense vraiment à cause de ce côté citoyenneté qu'on a incarné et qu'on incarne encore aujourd'hui. Et en plus, à l'époque, vous étiez la seule femme élue maire. Il y en avait eu un petit peu avant, mais bon, c'était quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on peut dire que ce parcours qui amène une femme, première fois maire à la possession, c'est un parcours qui a été parsemé d'embûches? Oui, forcément. Alors, il y a le côté femme, oui, ça c'est clair que les remarques, je m'en souviens, elles me faisaient déjà un peu rire, et là encore plus avec le recul de « Ah mais elle a confondu ça avec une élection de Miss ». Après, elle croit qu'il suffit de mettre une petite jupe pour être élue. Enfin voilà, donc des remarques hyper sexistes, bon voilà, ça a fusé. Ensuite, c'est aussi le côté jeune. Ça a été aussi très critiqué en disant « Ah oui, elle a 30 ans, qu'est-ce qu'elle y connaît, elle fait des maths là-bas en tant que prof, là elle croit qu'elle va gérer une mairie comme une salle de classe, enfin voilà, elle y connaît rien aux collectivités, elle y connaît rien en gros à la vie ». Ouais, voilà, donc ça, il y a quand même beaucoup eu aussi ces attaques sur mon âge. Et puis finalement, que ce soit le côté femme ou l'âge, c'est simplement en démontrant qu'on est compétent, qu'on est motivé et qu'on est compétent, que finalement, voilà, ça se tait au fur et à mesure. Là, vous décrivez un monde où le patriarcat règne, le machisme règne. C'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Et même vous, dans la façon de gérer la commune, vous avez pu être confronté quand il y a eu un problème d'harcèlement sexuel au sein de la majorité. Comment on arrive, avec vos convictions féministes, à gérer ces choses-là et à faire changer le mode machiste et patriarcal du monde politique? Alors, c'est pas simple, parce que évidemment, voilà, on s'attaque à des visions, à des préjugés, à des façons de faire pour certains depuis des décennies. La première des choses, c'est vraiment la sensibilisation. Et pour moi, elle doit déjà commencer le plus tôt possible. Dès l'école, on a du débat philosophique qu'on fait faire à nos enfants dans les écoles primaires en leur disant voilà, est-ce qu'une fille a le droit de faire un métier d'habitude fait par les garçons, chauffeur de poids lourd, voilà, de travailler dans le BTP. Voilà. Et inversement, est-ce qu'un garçon, il a le droit d'être sage homme? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà. Et on les fait réfléchir. Et voilà. Et c'est important d'avoir dès le plus jeune âge comme ça cette capacité à se dire c'est pas parce que je vois des choses ou justement que je n'en vois pas, je vois jamais de femme conduire un gros tractopelle, c'est pas pour autant que c'est pas possible et que c'est pas même souhaitable. Donc ça, ensuite c'est sensibiliser évidemment les adultes aussi, mais quand on le fait avec les enfants, par ricochet déjà on va toucher les parents. Et donc sensibiliser les adultes en direct, on le fait à travers plein d'actions. Par exemple, on va, vous voyez juste derrière là on le voit, faire pour la journée des droits des femmes, des portraits de
de femmes, donc il y a un petit QR code, elles ont fait des témoignages et ça permet aux jeunes filles, aux jeunes hommes aussi d'entendre une femme et qu'est-ce qu'elle a mis en place pour s'épanouir dans sa vie. Et donc ça peut être des modèles pour des plus jeunes, ça peut aussi peut-être changer le regard des hommes sur ces femmes qui ont témoigné. Voilà, donc c'est plusieurs actions qui permettent et on peut peut-être le changer dans les familles, on peut le changer à l'école, mais là je parle vraiment du monde politique, qui est un monde où on est dans un rôle de séduction, de prise de pouvoir, et où c'est peut-être encore plus prégnant. Comment on arrive à bousculer tout ça? Alors déjà, il y a effectivement des inconvénients que j'ai cités, mais il y a quand même des avantages aussi à être une femme. Quand on fait de la politique, par exemple, quand on frappe à une porte, en porte-à-porte, et qu'on est une femme, la personne derrière sa petite lorgnette, elle a plus confiance pour ouvrir que quand elle voit un grand costaud. Moi, ça m'est arrivé de faire une cage d'escalier et un de mes militants très grand, très costaud en faire une. J'ai vu 4 fois plus de personnes que lui. Donc, il y a ce côté... proximité, contact, etc., qui se fait plus facilement, je trouve, du fait d'être une femme. Donc voilà, il y a des avantages quand même aussi. Après, sur le regard dans le monde politique auprès des autres élus, par exemple, à nouveau, c'est une question de compétence. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, c'est de montrer que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas capable d'avoir de la poigne face à des situations, face à du management, à du leadership vis-à-vis d'une équipe municipale ou sur des projets auxquels on tient. Maintenant, c'est sûr que au démarrage, ça a été beaucoup là, elle s'est prise pour une diva, des critiques qui, si j'avais été un homme et en plus un homme de 50-60 ans, auraient jamais eu lieu. Mais c'est pas grave. Faut réussir à fermer les oreilles, à se dire moi, je sais que ce que je fais, je le fais pour l'intérêt des possessionnés et surtout d'être bien entouré. Ça aussi, c'est une force. La loi oblige la parité en politique. C'est pas forcément très simple, on trouve jamais autant de femmes qui veulent s'engager que d'hommes. Donc on est parfois obligé d'aller leur dire aux femmes, mais il n'y a pas de raison, tu sais, tu es capable aussi. Oui, mais j'ai peur des coups, j'ai peur de voir mon nom cité et critiqué dans les journaux. Voilà, donc je rassure aussi là-dessus. Et le fait d'être une équipe où justement on a des femmes élues, on a des hommes élus, on se rend compte rapidement que c'est une complémentarité et que chacun a quelque chose à apporter avec son regard déjà de personnel, tout simplement, parce que chaque personne est différente. Et puis après, une complémentarité homme-femme. Vous parliez d'avoir de la poigne. Justement, qu'est-ce qui fait qu'après 2 mandats, à titre personnel, on a envie de continuer à s'engager et de se relancer dans 6 ans de mandat pour encore monter des projets? Parce que justement les projets sont toujours là, certains commencés mais pas terminés, certains qu'on aurait voulu commencer et qu'on n'a pas pu parce qu'on n'a pas eu les moyens financiers, on n'a pas eu le temps et l'énergie, les moyens humains de le faire, ou qu'on a eu des blocages administratifs, juridiques ou autres. Donc voilà, c'est une grosse motivation parce que finalement, on se dit mais ça serait comme arrêter, on est un peintre, on a peint la moitié de sa toile et on se dit je m'arrête là. Non, il y a le sens du travail bien fait, le sens de l'accomplissement des choses jusqu'au bout qui fait que, et puis les citoyens nous le disent, ils nous disent on est satisfait de ce que vous avez accompli en 12 ans. La possession, on voit le changement, on l'a demandé il y a 12 ans et aujourd'hui, il est là. On a des rues qui sont beaucoup plus belles, on n'a plus les dépôts sauvages qu'on avait, on a des petites fleurs, on a des arbres plantés, on a nos enfants qui font des activités, je disais, de la méditation, de yoga, de la philosophie à l'école, on a les seniors qui font du sport sur ordonnance. On a construit un cœur de ville, donc un écoquartier dans lequel bientôt 1 millier de familles va pouvoir se projeter dans l'avenir. On essaye vraiment d'être dans tous les domaines et qu'il y en ait pour tous les besoins, pour tous les âges. Et ça, c'est reconnu par les possessionnés. Donc, il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. Je crois que vous avez été élu à peu près au même âge que Roland Robert, la trentaine. Oui, la trentaine, c'est ça. Vous êtes prêt à faire 43 ans comme lui ? C'est compliqué à dire. Alors déjà, c'est pas moi qui décide et ça, moi, j'en suis très consciente. C'est vraiment les possessionnés qui vont juger du travail qu'on a accompli, des projets qu'on va leur proposer pour la suite et qui vont dire si on continue ou si on ne continue pas.
Et voilà, moi je suis très à l'aise là-dessus parce que c'est pas un métier, la politique. Moi je suis prof de métier. Voilà, je me suis engagée, j'ai laissé de côté mon activité de prof pour m'engager dans cette énergie que je donne aux citoyens. Et voilà, si à un moment donné, c'est plus la volonté du peuple, comme on dit, je retournerai faire d'autres activités. Maintenant, voilà, se projeter aussi sur aussi longtemps, c'est compliqué parce qu'il y a l'usure du pouvoir, c'est-à-dire qu'à un moment, on n'a peut-être plus un regard assez neuf. Donc, est-ce qu'on continue? En tout cas, la réponse que je peux faire, c'est que à titre personnel, je ne sais pas quel sera mon avenir dans les 20 prochaines années. Il y a aussi d'autres échéances importantes pour Créa et pour moi, qui sont les régionales. Donc, on regardera aussi ces échéances-là et cette envergure d'action-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on veut que Créa, le mouvement, parce que derrière la personne que je suis, il y a bien tout un mouvement, que ce mouvement puisse continuer à gérer la mairie de la Possession avec les valeurs qu'on défend et qu'on met en œuvre depuis 12 ans, des valeurs d'éthique, des valeurs de participation citoyenne et de développement durable. Et si vous êtes réélu, quelle sera la priorité pour la Possession? Alors, de poursuivre vraiment cette action qu'on mène. Notamment là où j'ai envie d'aller encore plus loin, c'est sur les grands projets qui sont en train de se mettre en place ou de se terminer. On a sur Moulins-Joly et Cœur de Ville des espaces commerciaux qui sont pour Cœur de Ville à quelques mois d'ouverture et quelques années pour Moulins-Joly. Ça me tient vraiment à cœur. Pourquoi? Parce que la Possession, ça a toujours été une ville dortoir. Je dis espaces commerciaux, mais aussi des bureaux et des locaux artisanaux, donc tout ce qui est autour de l'économie. La Possession, donc je disais, a toujours été une ville dortoir et ça c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que quand on sort de chez soi, on est obligé de prendre sa voiture pour aller faire ses courses, pour aller travailler, pour aller se détendre en famille. Donc ça crée un problème d'embouteillage, ça crée des dépenses inutiles et ça crée un cadre de vie qui est très urbain, qui est pas agréable, où on ne peut pas se flâner à pied et avoir tout ce qu'on veut à proximité. Donc le développement commercial et économique va nous permettre de résoudre en partie ce problème-là et en plus il va nous permettre de créer des centaines d'emplois. Sur la moyenne surface qui va bientôt ouvrir sur Canopée à Cœur de Ville, on est sur pratiquement 80 emplois. On va avoir aussi des commerces autour, une trentaine de boutiques qui vont avoir besoin de vendeurs, d'agents de nettoyage, de sécurité, etc. On va avoir sur Moulins-Joly la même chose d'ici quelques temps. Donc ça, c'est très important pour nous de développer ces projets économiques. Et là, on est sur l'économie urbaine, mais la Possession, c'est aussi Mafate. J'y suis parti hier à Ilette-à-Malheur. Et tous les îlettes de ce côté-là de la rivière font partie de la Possession. Mais Mafate, c'est une histoire singulière, c'est un territoire singulier, c'est une histoire même douloureuse des habitants vis-à-vis des autorités de génération en génération. Aujourd'hui, comment faites-vous pour travailler avec les habitants de Mafate? Alors, on a effectivement l'histoire qui est là et qui pèse. Faut pas oublier que les Mafatais, c'est des marrons, c'est des rebelles dans l'histoire et dans l'âme. Voilà. Et avec une méfiance, évidemment, vis-à-vis des autorités qui est très forte. Alors, dû à l'histoire, mais aussi dû au fait que pendant longtemps, on leur a promis qu'on allait s'occuper de trouver des solutions à leurs problèmes sans forcément qu'il y ait des résultats. Et je ne mets pas non plus à 100% la faute sur les pouvoirs publics parce que les solutions aux problèmes des Mafatais, ils sont parfois tellement complexes que on ne voit pas par quel bout on peut prendre le problème. Ouais. Donc ce qui a été acté et qui est en train de se mettre en place, j'ai eu une réunion encore la semaine dernière à ce sujet, c'est de créer un groupement d'intérêt public Mafate, GIP. Le GIP Mafate. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un groupement d'intérêt public? Très concrètement, c'est qu'au lieu que chaque collectivité, la mairie sur les questions qui la concernent, l'école, la question sociale, la question de la culture, des loisirs, etc., de la parentalité, au lieu que nous on s'occupe de ça et que le TCO s'occupe des questions d'eau par exemple, ou de déchets, et que l'État s'occupe encore d'autres sujets, la région de la question touristique à travers l'IRT. Finalement, chacun éparpille ses compétences et on n'arrive pas à quelque chose qui soit coordonné et efficient. Donc ce groupement, c'est justement une entité unique dans lequel chacun de ces acteurs, donc les deux mairies, Possession et Saint-Paul, le TCO, le département, la région et l'État,
mettent à disposition des moyens. Alors déjà des moyens financiers, mais ensuite il y aura, ces moyens financiers vont permettre de financer des postes. Et donc on aura un directeur, un agent technique et de l'assistance administrative. Et donc ces personnes seront entièrement dédiées à Mafat, alors que dans nos collectivités, c'est le tiers d'un temps, le quart d'un temps de quelqu'un d'autre. Voilà. Nous, à la possession, on avait déjà pris quelqu'un à temps plein, une chargée de mission Mafat, mais avec, parce que comme je disais, un périmètre qui est trop circonscrit. Voilà, donc ça va permettre d'avoir à travers ce GIP toutes les collectivités ensemble et aussi une présence des habitants. Donc on a acté la semaine dernière un représentant habitant Paris-Lettre, donc il y a eu des candidatures de Mafaté qui se sont présentées, donc on les a validées pour le côté possession, pareil pour le côté Saint-Paul, et des associations mafataises aussi qui vont pouvoir siéger au GIP, donner avec une voix, on appelle ça consultative, donc donner leurs avis pour que les décisions du GIP prennent vraiment en compte leur réalité de tous les jours. Ça pourrait être que consultatif, parce que eux, ce qu'ils aimeraient, c'est avoir le pouvoir un peu décisionnel sur ce qui leur arrive. Oui, alors c'est une question juridique, en fait, un groupement d'intérêt public ne peut donner voix décisionnaire qu'à des acteurs publics. Et donc c'est pour ça que la voix ne peut être que consultative, mais de toute façon, c'est une question, on va dire juste de forme, mais si les Mafatais nous disent non, cette décision-là, elle ne nous convient pas, évidemment qu'on ne va pas acter les choses en l'état et qu'on va avoir des échanges et qu'on va trouver les consensus, les compromis pour que les décisions qui soient prises, elles le soient toujours en accord avec ce que proposent les Mafatais ou ce que demandent les Mafatais. Mais ce qui est compliqué, c'est que parfois, leur demande, elle coûte des millions d'euros qu'on n'a pas. Très concrètement, par exemple, moi j'ai les Mafatais côté possession et je pense que c'est pareil côté Saint-Paul, nous demandent depuis des années, on veut un internat pour nos collégiens et nos lycéens. Mais un internat, c'est 4-5 millions d'euros. Et on n'a pas 4 ou 5 millions d'euros pour une vingtaine d'enfants. Donc voilà, on essaye de regarder, c'est ce qu'on avait fait par exemple, est-ce qu'ils peuvent aller à l'internat du lycée Moulin-Joly qui existe déjà. On essaye de regarder, est-ce qu'on peut avoir des familles d'accueil mais qui soient vraiment, qui sachent accueillir correctement les enfants. Ça, il y a un vrai traumatisme à ce niveau-là. Oui, parce ils parlent de l'internat de Piton-Saint-Leu comme d'une prison, à des familles d'accueil comme des gens maltraitants. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a un travail à faire. Par exemple, moi j'ai proposé qu'on essaye de voir à sélectionner, que les pouvoirs publics puissent sélectionner avec des critères très précis, comme on fait par exemple quand on est accueillant de personnes âgées, dépendantes, etc. Voilà, qu'on vérifie que les personnes qui accueillent les enfants Mafatais soient des gens vraiment qui ont la fibre pour pouvoir le faire et qui ont les conditions matérielles aussi et l'envie et la motivation, non pas juste d'avoir de l'argent qui tombe à la fin du mois, mais vraiment de s'occuper d'un enfant et toute sa scolarité. Vous avez commencé un peu à répondre à la question, mais comment est-ce que justement on fait lorsque les compétences parfois sont divisées entre les différentes structures, les communes, les intercommunalités, à en fait travailler ensemble au-delà justement des jeux de pouvoir et des intérêts de chacun? Alors je pense que c'est vraiment ce qui empêche le monde, de façon générale, la Réunion de façon plus particulière, d'avancer. On sait qu'il y a des problèmes écologiques, sociaux, économiques. On sait ce qu'il faudrait faire, mais on ne le fait pas. Et pour moi, la raison principale, c'est ce manque de coordination. Alors déjà, il faut le vouloir, travailler ensemble, et ensuite, il faut être organisé pour travailler ensemble. Donc le vouloir, déjà, c'est aller au-delà des clivages politiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, moi, que je dis et je revendique depuis 12 ans que nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, ni du centre, ni de quoi que ce soit. Nous, on est là pour les possessionner. On est là pour l'intérêt des citoyens. Et on est capable de travailler avec n'importe qui. À un moment, on me dit « Ah, donc tu es à droite parce que tu as signé une convention avec Didier Robert quand il était à la région. » Aujourd'hui, c'est Madame Bello qui est présidente de région et je travaille avec Madame Bello comme j'ai travaillé avec Monsieur Robert. Et au TCO, de la même façon, je travaille avec Monsieur Séraphin comme j'ai travaillé avec Monsieur Sinimalé. Moi, je ne regarde pas les étiquettes politiques, je regarde juste qu'est-ce que je dois faire en tant que maire pour ma population. Et ça serait bien si tous les élus avaient ce genre de raisonnement. D'ailleurs, je me souviens, par exemple, sur la région, j'avais demandé à ce qu'il y ait de la transparence, qu'on puisse savoir, par exemple, quels sont les fonds alloués par la région à chaque commune, à l'époque où il y avait un plan d'aide, pour qu'on puisse calculer et s'assurer que chaque habitant, quelle que soit sa commune, ait à peu près un montant équivalent ou que s'il y a des différences, on puisse l'expliquer. Les territoires plus ruraux, plus défavorisés, c'est normal qu'ils aient plus, mais voilà, qu'on n'ait pas des écarts, par exemple, de 1 à 10 ou 100 entre deux communes. Voilà. Donc ça, c'est le premier point sur avoir envie d'eux. Et pour ça, pour moi, ce qui peut aider à ça, c'est faire en sorte que le projet, il émane des citoyens.
Parce que si les citoyens demandent des choses, après, qu'on soit de gauche ou de droite, on a tout intérêt à mettre en œuvre ce qui est demandé. Et on oublie plus facilement les clivages. Et le deuxième point, c'est la question de l'organisation. Le GIP, par exemple, c'est une des façons de s'organiser très concrètement pour travailler ensemble. Après, on ne fait pas des GIP sur tous les sujets, mais par exemple, avec la sous-préfecture, l'État, donc on a des réunions bilatérales tous les 2 mois. Et avec monsieur le sous-préfet, et vraiment c'est pour moi une méthode très efficiente, on va balayer tous les sujets que la commune et l'État ont en commun. Et j'avoue que moi je rêverais d'avoir ces mêmes réunions avec toutes les instances, avec la région, avec le département, avec le TCO. Voilà. Et c'est pas forcément très facile d'avoir ces réunions très régulières. On va parler d'un sujet ponctuellement, alors que c'est beaucoup plus efficient si on se voit tous les 2 mois, tous les 3 mois, et qu'on balaye l'ensemble des sujets. Il me reste une question sur Mafat. C'est à Ille-et-Malheur, l'école a fermé parce qu'il n'y avait plus qu'un élève. Je sais qu'à l'école de Rocheplatte, ils en ont aussi plus qu'un seul et ils ne savent pas comment ils vont faire après. Donc on sent bien ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le traumatisme du passage en 6e qui fait que des familles quittent Mafat. Donc Mafat est de moins en moins habité. On se rend compte que Mafat est de moins en moins autonome alimentairement qu'elle ne l'était il y a 50 ans, j'imagine, que maintenant ils vivent avec des problèmes de déchets parce que enlever les encombrants à Mafat, et il y en a, c'est une complication. C'est pour ça qu'Ecopratique est intervenu hier. Il y a aussi du tourisme de masse parce que quand même c'est énormément de touristes qui viennent ici. Comment on peut faire pour préserver ce territoire des fléaux de la société moderne que je viens d'évoquer? C'est un vaste programme. Alors, il faut savoir que justement, un des sujets que le GIP prend en charge, donc sur 4 sujets, c'est la question des déchets. Voilà, vous en parlez, ça c'est un vrai fléau parce que, en fait, on ne se rend pas compte, on fait venir des choses dans un endroit où ensuite il est très compliqué de traiter ces déchets. Il faut ensuite reprendre des hélicoptères pour les faire sortir. Donc, moi, je rêve, parce que en politique, c'est à partir d'un rêve qu'ensuite on peut mener des actions, qu'à Mafat, on apprenne vraiment à développer, mais à plein potentiel, tout ce qui est autour du recyclage, de la réutilisation. Qu'on arrête de faire monter des poulets qui viennent des bas pour manger et puis qui sont emballés avec un polystyrène dessous et un plastique par-dessus et dans une caisse en bois ou en carton, et qu'on ait des poulets qui soient élevés sur place. Oui. Voilà, donc ça, on le travaille nous au niveau du plan alimentaire territorial pour faire en sorte que nos cantines des écoles de Mafat soient alimentées directement par les potagers faits dans les écoles. Parce qu'il y a aussi la pédagogie pour les enfants, et par des agriculteurs de Mafat qui puissent alimenter les cantines et pourquoi pas les gîtes aussi. Ensuite, il y a la question des déchets électroménagers, des encombrants. C'est de se demander est-ce qu'on a besoin de tout le confort qu'on a dans les bars quand on est à Mafat. C'est normal qu'il y ait un certain confort, mais on est quand même dans un territoire où il y a, par exemple, ça m'avait choqué, on m'avait dit il y a un gîte qui a commencé à installer jacuzzi, qui veut aller sur le hammam. Non, à Mafat, la consommation énergétique, elle est très compliquée. On essaye de mettre du photovoltaïque. Le photovoltaïque ne suffira pas si tous les gîtes se mettent à vouloir mettre des jacuzzis. Voilà, donc ça, c'est aussi un des changements de mentalité. Le Mafatais a toujours eu le sentiment d'être délaissé, donc il voit toute la modernité, il veut le même niveau d'équipement. Et pareil pour les touristes. Il y a, à mon avis, à se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment essentiel et qu'est-ce qu'on peut faire peut-être autrement avec plus de convivialité, plutôt aller chercher l'orange sur le pied pour faire le jus le matin que de faire monter des briques de jus des bars aussi. Il y a toute cette philosophie en fait du naturel à retrouver. Et vous parliez justement de qu'est-ce qui est essentiel dans le tourisme. Est-ce que, selon vous, justement, ce nouveau bureau d'information touristique à La Nouvelle, c'était un projet qui était vraiment essentiel? Est-ce que c'était souhaitable dans le sens où ça peut aussi entraîner une influence encore plus grande dans Mafat et sur des sentiers qui parfois sont pas encore assez entretenus, il n'y a encore pas assez de moyens peut-être? En fait, je ne pense pas que des gens fassent le déplacement à Mafat pour aller dans un bureau d'information touristique. Il y en a sur la côte. Si c'est juste pour chercher de l'information touristique, ils vont pouvoir aller à Saint-Gilles ou ailleurs. Nous, le bureau d'information touristique, qui est une compétence du territoire de l'Ouest, du TCO, il a vocation à se dire
où est-ce qu'on a le plus de flux de touristes. Et c'est là qu'on va placer le bureau. Et je trouve ça intéressant justement. On regarde où les gens passent, les touristes passent, et c'est là qu'on met les bureaux d'information pour justement les capter et leur donner un maximum d'informations sur le lieu sur lequel ils sont. Aussi leur proposer des activités. C'est ça que fait le BIT, le bureau d'information de la Nouvelle. C'est que des Mafatais peuvent proposer, et ont déjà pour certains proposé des activités. Ils disent le touriste qui vient à la Nouvelle, au lieu qu'il ne reste que la journée, il repart dès le soir, il peut rester vraiment toute la journée, dormir et rester même le lendemain et repartir seulement l'après-midi du lendemain, parce que nous, on va lui faire un petit tour pendant 1 heure de l'Ilette, et on va lui parler de la nature, on va lui parler de l'histoire de Mafate, on va lui montrer de l'artisanat local, voilà, on va lui montrer comment on fabrique un instrument de musique. Voilà, il y a vraiment aussi tout ce côté j'appelle ça le tourisme lent, le tourisme où on prend les choses, on prend le temps de découvrir les endroits en profondeur. Et ça, voilà, moi je trouve que le bureau d'information, il amène ça. Ils avaient été plutôt bien accueillis par les habitants ? Oui, globalement, une fois qu'ils ont compris quel était leur rôle et comment ils pouvaient s'intégrer, voilà, parce que c'est vrai que à nouveau, la réaction première, c'est qu'est-ce que c'est ce truc qui vient de l'extérieur, quel impact ça va avoir pour nous et sur nos vies. Voilà, mais une fois qu'ils ont compris comment s'y intégrer, oui, ça s'est bien passé, et il y a cette synergie qui se crée. Okay. Quel est le retour des Mafatais vis-à-vis de ce tourisme-là? Il commence à y avoir un peu un rejet parce qu'il y en a trop. Est-ce qu'on pourrait envisager de peut-être limiter le flux de touristes? Les avis sont partagés. Les gîteurs, tous ceux qui vivent du tourisme, eux, plus il y en a, plus leurs établissements sont remplis, et mieux c'est pour eux, en tout cas financièrement. Forcément, ceux qui ne sont pas dans le tourisme ont déjà nettement moins envie de voir beaucoup de touristes. Donc voilà, il n'y a pas d'avis général, il y a un peu chaque Mafatais qui a son avis. Surtout, moi je trouve que ce qui est le plus gênant, c'est pas tant l'afflux touristique, c'est déjà les hélicoptères. Même si c'est pas les touristes qui les amènent, mais c'est le fait qu'il y ait des touristes à Mafate qui fait qu'on a besoin de faire monter des denrées ou des matériaux, etc. Donc voilà, ça, le balai des hélicoptères, justement, c'est c'est le deuxième sujet que le GIP traite, c'est la question des hélistations et des hélisurfaces, et aussi de la mutualisation. C'est-à-dire, par exemple, nous, ville, on va peut-être monter des denrées et l'hélico redescend à vide. Et le Théo va monter l'hélico à vide pour aller chercher des déchets et les redescendre. Donc là, on regarde comment on peut être à nouveau plus efficient. L'autre sujet, c'est la question des ressources, et notamment la ressource qui pose problème à Mafate, c'est l'eau. On n'a pas d'eau potable, on a un réseau d'eau brute, mais même les questions d'eau, l'eau brute vient à manquer. Là, il y a eu une pénurie il y a la semaine dernière à la Nouvelle. Donc c'est forcément plus il y a de monde et plus il y a des besoins en eau. Donc on travaille aussi, et c'est encore un des sujets du GIP, à comment aller chercher peut-être d'autres ressources en eau, d'autres captages, trous de chat, il y en a d'autres dans Mafate qui vont permettre justement d'augmenter la capacité en eau et de ne pas avoir un conflit entre le touriste qui veut prendre sa douche et le Mafatais qui veut boire de l'eau et faire cuire à manger. Ouais. Et on parlait des hélicoptères, c'est vrai que c'est un sujet qui met quand même pas mal de gens d'accord, à la fois en termes de nuisances sonores, écologiques, etc. Est-ce qu'il faut supprimer les vols touristiques en hélico, par exemple ? Les vols touristiques, il y a une interdiction, à part si on est en difficulté physique, c'est-à-dire on s'est cassé la cheville. Là, on va pouvoir appeler le PGHM et être rapatrié. On n'a pas le droit d'être déposé en tant que touriste, déposé dans Mafate. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Après, il y a plus des survols en hélico. Mais après, le reste, c'est vraiment des personnes et des matériaux qui sont transportés. Mais les personnes étant souvent des institutionnels, des personnes qui auront une vocation à agir sur Mafate. Retour à la mairie, vos opposants vous ont reproché à plusieurs reprises la gestion des ressources humaines. Je sais qu'il y a une affaire en cours d'instruction sur du harcèlement moral. Est-ce que, et les années passent, parce que c'est une vieille histoire, celle-là. Est-ce que rétroactivement, vous estimez que vous avez pu commettre des erreurs et que vous avez peut-être modifié votre façon de faire, ou bien vous pensez que ces accusations ont été déloyales? Alors, la gestion des ressources humaines, il y a deux volets. Il y a un volet administratif
Donc comment on procède sur la carrière d'un agent, s'il y a un manquement de la part d'un agent, comment est-ce qu'on procède en termes disciplinaires. Et il y a un volet humain, comment on se parle les uns les autres, la relation. Sur le volet relationnel, moi j'ai toujours été quelqu'un qui est à cœur d'être dans la bienveillance et dans le respect. Et j'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit. Bien sûr que par moment, je ne suis pas contente quand j'ai demandé à ce que quelque chose soit fait parce que les citoyens l'attendent et que quand ce n'est pas fait, je vais dire je suis désolée, mais là non, il y a vraiment une urgence à ce que ce dossier soit traité, donc faites le nécessaire rapidement, etc. Voilà, donc, on revient au sujet du début. Quand on a de la poigne et qu'on fait savoir que il y a des choses qui sont importantes, urgentes et qui doivent être faites, quand on est une jeune femme de 30 ans ou 30 et quelques, on va me dire « Ah voilà, elle m'a harcelée ». Non, j'ai simplement été ferme dans la demande et pas ferme pour être ferme parce que moi je relaye la demande de citoyens et j'ai ce rôle et cette mission-là. Donc ça c'est sur le relationnel. Ensuite sur la partie gestion pure RH, c'est-à-dire les procédures, clairement j'ai été très mal conseillée. Je me rends compte maintenant avec les équipes d'aujourd'hui et comment on gère les sujets, notamment quand il y a des manquements professionnels, parce qu'en l'occurrence, c'est un cas sur les plaintes de harcèlement, c'est qu'il y a eu des manquements et il y a eu des changements de poste. Mais il y a une procédure à respecter et qui ne m'avait pas été indiquée et qui n'a pas été forcément suivie comme elle aurait dû l'être à l'époque par la direction générale et la DRH. Donc ça, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je le reconnais et on l'apprend. Mais en même temps, ce n'est pas une faute personnelle de Vanessa Miranville, le maire. C'est une faute de l'administration, mairie de la possession. Voilà. Et auquel cas, la justice, en tout cas pour conclure sur ce sujet du harcèlement, pour moi, elle est là, elle fait son travail. Elle a tous les éléments d'un côté comme de l'autre et elle va pouvoir juger justement en faisant bien cette distinction entre ce qui est de l'ordre de la personne et de la relation personne à personne et ce qui est de l'ordre de l'administration. Voilà, en tous les cas, moi j'ai toujours demandé, et je suis très au clair là-dessus, demander aux agents de ne pas mélanger politique et travail. Moi, j'ai aucun souci à ce que quelqu'un soit ouvertement politisé, c'est-à-dire que à l'extérieur de son temps de travail, il puisse aller suivre un autre candidat, être politiquement sur un bord différent. Par contre, pendant le travail, on fait son travail. Ça, c'est aussi quelque chose de très clair. Et quand le travail n'est pas bien fait, à un moment, moi, je cherche à avoir, et au bout de 10 ans, 12 ans maintenant, les choses sont beaucoup plus dans ce sens-là. Je cherche à avoir la bonne personne à la bonne place. C'est-à-dire que quand on a des postes, notamment d'encadrement, des postes sensibles, on doit avoir les compétences en savoir-faire, en savoir-être, qui vont avec les exigences du poste. Donc ça, là-dessus... c'est stabilisé un petit peu maintenant. Oui, clairement. Et je lisais ce matin, c'est Gilles Hubert, votre ancien adjoint, qui posait des questions sur les titularisations annuelles. Oui. À ce niveau-là, il y a quelque chose à dire ou c'est les règles qui sont... Ce qu'il y a à dire, c'est que je en ris parce que ce que M. Hubert a défendu pendant 8 ans, tout d'un coup, tout est à revoir, il n'y a plus rien qui est bon, alors qu'on continue à faire exactement la même chose qu'on a toujours fait. Mais bon, ça s'appelle le jeu politique. Changer ça complètement de sens et de vision. La titularisation, en tout cas, ce que j'en ai à dire, c'est que je pense qu'on est la seule commune de Lille à, depuis 12 ans maintenant, mettre en place un plan de titularisation. Et quand je dis un plan, ça a son sens, c'est que ce n'est pas une titularisation à la tête de l'agent, à l'accointance politique, justement, au nombre de votants dans une famille, je connais tel élu. Non, c'est vraiment, on a des critères qu'on a établis avec l'administration et avec les syndicats de façon conjointe. Donc sur la façon de servir de l'agent, son mérite, donc évalué par les supérieurs hiérarchiques à travers une évaluation annuelle. Est-ce que l'agent a des responsabilités? Est-ce que c'est un chef d'équipe, un responsable de service ou un agent qui n'a pas de management? Il y a des critères très l'ancienneté, des critères très clairs et très équitables qui ont été mis en place. Et en fait, la titularisation de cette année, elle a suivi exactement les mêmes règles que les titularisations précédentes. Maintenant,
les agents, je pense, ont un peu peur parce qu'ils se disent on est en année préélectorale, c'est peut-être la dernière fois. Donc j'ai pas été choisi cette année. Oui. Est-ce que je vais encore avoir une chance d'être titularisé les années suivantes? Donc voilà, il y a eu un peu d'inquiétude et d'incompréhension par rapport à ça, à cette période particulière. Mais moi j'ai rassuré les agents qui s'inquiétaient en disant mais voilà, ça n'est que la 12e année. Et en tout cas, si on a la chance d'être encore là l'année prochaine, on continuera une 13e, une 14e, jusqu'à ce que chaque agent qui le mérite soit titularisé. Et vous parlez beaucoup de démocratie participative, c'était l'un des piliers de votre programme au régional en 2021. Aujourd'hui, on connaît quand même la défiance qu'ont les citoyens et citoyennes envers les politiques, en règle générale. Comment est-ce qu'on fait en tant que maire pour redonner confiance et aussi pour instaurer une démocratie participative, pour donner la voix, la parole et un pouvoir de décision aux gens? Alors, la première des choses, c'est justement d'avoir des règles qui soient claires, équitables et transparentes. Parce que forcément, la défiance, elle vient de l'opacité. Elle vient du fait de se dire, moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai postulé tant de fois en mairie et on ne m'a jamais même répondu sur ma candidature. Ou je ne comprends pas pourquoi j'ai demandé telle subvention pour mon association et on ne m'a pas donné du tout satisfaction. Donc, on explique aux gens. Pour le jury, pour les candidatures, il va y avoir un jury avec des élus, des administratifs, des agents de la RH. On va vous poser des questions très concrètes. Vous voulez être agent d'entretien, comment vous y prenez pour nettoyer une salle de classe, de quel matériel vous avez besoin, comment vous utilisez et comment respectez les normes de sécurité sur les produits d'entretien. Pareil sur la cantine, comment vous y prenez pour les quantités, comment si un enfant ne veut pas manger de légumes, comment vous essayez de l'inciter à le faire. Voilà, donc on est vraiment sur de la compétence et de la motivation. Donc lors des jurys, pareil sur les subventions d'associations, on va regarder quel est le niveau de rayonnement de l'association, le nombre d'adhérents, est-ce qu'il y a des personnes handicapées, combien de femmes dans les associations, enfin voilà, tout un ensemble de critères, quels sont les projets de l'association. Donc la transparence, elle est de mise partout et ça permet de donner de la confiance. Ensuite, on va aller sur informer à minima les citoyens, voire même les questionner sur des décisions qu'on a à prendre. Par exemple, quand on a des noms de rues à donner, moi j'ai posé qu'il faut qu'on rééquilibre parce que je crois qu'on a 4% de noms de rues qui sont des noms de femmes. Ouais. Donc j'ai posé juste que c'est des noms de femmes en priorité. Et ensuite, on dit aux citoyens, proposez-nous des noms de femmes qui vous semblent intéressantes et avoir eu un parcours particulier. Voilà, donc, et c'est comme ça qu'on choisit nos noms de rues. On va regarder, par exemple, sur un grand projet, cette fois, le projet Carrière, pas carrière. À l'époque, il y avait des Lataniers qui avaient couler beaucoup d'encre. On a fait un sondage Ipsos, grandeur nature, avec tous les critères qui permettent de s'assurer d'avoir une représentativité pour donner les différentes options. Soit on ne fait pas la carrière, mais auquel cas on n'aura pas d'argent pour faire la route qui permet de sortir de cœur de ville et de rejoindre le nord. Soit on fait la carrière, on a l'argent. Soit on ne fait pas la carrière et on va devoir, pour faire la route, débourser nous-mêmes l'argent qu'il faudra. Voilà, et on a demandé aux citoyens de s'exprimer sur ce grand sujet-là. On fait des réunions publiques régulièrement sur les grands projets, front de mer, cœur de ville, Moulins-Joly, voilà, pour vraiment. Et on a un comité citoyen même qui toutes les semaines vient en salle du conseil assister à toutes nos réunions hebdomadaires. Voilà, pour que vraiment ces citoyens, on peut pas accueillir des centaines de personnes, mais en tout cas, ils sont une vingtaine. On les invite à venir et à donner leur avis en temps réel sur tous les projets, les sujets du moment en mairie. Et l'expression citoyenne, elle bascule parfois dans la colère, notamment quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes 7 ans après, on est 7 ans après, la possession n'a pas du tout été épargnée parce que ça a été assez violent, il y a même eu des violences policières là-bas vers l'EHPAD, et puis il y a eu quelqu'un qui a perdu un œil à ce moment-là. Est-ce que vous craignez qu'un tel mouvement revienne, comme le mouvement Bloquons Tout? Et si tel était le cas, est-ce que vous y participeriez? Ou est-ce que vous en écarteriez? Alors, malheureusement, oui, je pense et je crains que ça ne puisse revenir parce que le fond des problèmes n'a pas été réglé. Et on voit bien ce qui est en train de se passer au niveau national. En fait, on est dans un monde qui se durcit en termes de posture. Et voilà, on n'est plus en tout cas pour moi, dans cette recherche de
j'écoute l'autre, j'essaye de comprendre ce qu'il me dit, j'essaye de comprendre notamment, par exemple, quand je parle de transparence, on essaye de faire comprendre aux citoyens que, oui, les citoyens voudraient que demain, il y ait un nouveau terrain de foot à côté de chez lui. Mais un terrain de foot, ça coûte des millions. Il faut avoir un terrain constructible, il faut avoir des techniciens qui puissent monter le projet, il faut lancer des marchés publics, etc. etc. Voilà, donc on explique tout ça pour que justement, il puisse y avoir un dialogue. On explique à l'autre son point de vue et ses contraintes et surtout on écoute ensuite de l'autre côté. Par exemple, ça nous est arrivé de comprendre que quand on me demandait un terrain de foot, donc le grand terrain, finalement c'était juste un espace pour que les jeunes puissent jouer. Et les gilets jaunes de la possession, alors ils étaient aussi sur le rond-point de Saint-Laurent, on les a reçus dans la maison de quartier et quand on a compris que leur besoin c'était d'avoir un espace pour leurs enfants, on a monté un terrain de foot 5. Donc c'est les plus petites versions, City Stade, voilà. Et aujourd'hui, les jeunes, ils jouent là. Donc voilà, derrière ce qui est exprimé, il faut aussi comprendre quel est le réel besoin, la réelle demande, et pouvoir mettre en œuvre quelque chose pour pas que la demande elle reste insatisfaite. Mais cet apprentissage de la parole et de l'écoute et du dialogue, doit se faire depuis le plus jeune âge. Là, je parlais du comité citoyen, mais on a aussi un conseil des enfants, un conseil des ados, un conseil des jeunes. On a même un conseil des seniors et des sages, voilà, pour que leur mémoire et leur sagesse puissent être transmis aussi. On fait des rencontres intergénérationnelles. Voilà, donc tout ça permet vraiment de développer cet esprit critique et cette capacité à affirmer sa pensée et en même temps avoir l'empathie d'écouter la pensée et les émotions de l'autre. Ça, c'est dès le plus jeune âge qu'on le fait. D'ailleurs, nos maternelles ont des tipis des émotions. Oui. Voilà, un tipi pour la colère, un tipi pour la tristesse. Selon l'émotion qu'ils ont, ils vont aller dedans. Et puis les petits camarades vont dire « Ah d'accord, tu es triste, mais pourquoi tu es triste ?» Voilà, donc il y a vraiment... pour moi, c'est un des défis du monde actuel. C'est le relationnel, l'apprentissage de ses propres émotions et de la gestion de ses émotions. Les violences, elles viennent de là. Quand on frappe sa femme ou ses enfants, c'est parce qu'on n'a pas su gérer ses émotions. Et ça peut finir dans des drames quand on remet dessus de l'alcool ou d'autres fléaux. Et donc apprendre à gérer ses émotions et apprendre à les exprimer, apprendre à entendre celles des autres aussi. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment ce qui peut vraiment changer le monde. D'ailleurs, je crois que c'est Gandhi qui disait si on faisait méditer tous les enfants à l'école, en une génération, il n'y aurait plus de guerre dans le monde. Est-ce que vous trouvez que justement le milieu de la politique, c'est un milieu où il y a beaucoup de façades, de carapaces, c'est très hostile en termes d'acceptation de ses émotions Oui. Et c'est tout un défi et un challenge. Moi, je suis quelqu'un qui prône l'authenticité. Et parfois on me dit mais t'aurais pas dû être aussi ouverte sur parfois j'avoue ma vulnérabilité. Je vais dire là je sais plus comment faire. Je me sens démunie, je suis découragée. Et en même temps c'est ce qui permet de montrer que c'est pas parce qu'on est élu ou qu'on est maire qu'on n'est pas humain. On a aussi des moments où on flanche. Et c'est là que d'autres, l'équipe, d'autres personnes autour vont venir en disant écoute, si c'était un petit coup de mou, t'inquiète, t'es pas toute seule. Voilà. Et en fait c'est là qu'on montre aux gens que la politique c'est pas fait pour uniquement une catégorie de gens qui ont mis leur armure, qui ont mis une façade, un masque ou je ne sais quoi. Non, c'est fait pour les gens de la vie de tous les jours en fait. Voilà. Et de ce que j'ai entendu, vous avez toujours une ambition régionale forte. Donc qu'est-ce que vous pensez du bilan de l'action d'Huguette Bello depuis qu'elle a été élue à la région? Alors, je précise déjà la notion d'ambition régionale forte, c'est une ambition collective, toujours, parce que dans le mot ambition, souvent, il y a une connotation négative, surtout en politique, on va dire, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a les dents qui restent. On imagine que vous présentez une liste quand même. Voilà, donc moi l'ambition, elle est de pouvoir se dire que ce qu'on a réussi à mettre en œuvre sur 2 mandats à la possession, c'est-à-dire prendre une ville et la transformer pour que chacun puisse s'y sentir bien, à la fois dans le quotidien et dans le court terme, mais aussi de préparer l'avenir. Je parlais de notre écoquartier, c'est un modèle aujourd'hui. Je suis invitée au Congrès des maires à venir parler
de cœur de ville de la possession devant des centaines d'élus. J'ai fait une conférence il y a 3 semaines à un niveau international pour toutes les îles qui veulent aller dans le développement écologique au niveau international. Donc voilà, il y a vraiment ces deux temporalités, c'est voilà, améliorer le quotidien maintenant, parce qu'il y a des problèmes urgents, les gens qui n'ont pas à manger, les gens qui doivent éduquer leurs enfants maintenant, et en même temps préparer l'avenir. Pour ce qui est de l'analyse, de l'action régionale et de l'analyse de l'action de Madame Bello, moi, en tout cas, je suis à nouveau pas encore dans un stade je ne veux pas être dans la critique, ça c'est clair, parce que j'imagine à peine la difficulté et le défi que c'est que de gérer une région. Donc voilà, moi j'ai du respect en tout cas pour toutes les personnes qui s'impliquent à ce niveau-là, quel que soit leur bord politique. Maintenant, nous, les propositions qu'on a faites en 2021, parce qu'on a été candidat et on a presque atteint, c'est un peu le pendant de ce que je disais au début, on a presque atteint cette fois les 10%, on est à 9,91%, voilà, donc on a failli pouvoir se maintenir seul, et ça c'était une condition sine qua non pour nous. On ne voulait pas faire alliance avec quelque parti que ce soit, parce qu'on a vraiment cet ADN de citoyen qu'on veut garder, et on ne veut pas être assimilé à justement gauche, droite, centre ou autre. Et donc pour ce qui est de Madame Bello, moi en tout cas je vois qu'il y a des actions qui ont été mises en place et que je trouve intéressantes. Par exemple recentrer la continuité territoriale pour qu'il n'y ait plus d'abus, parce que il y avait des rapports qui montraient que des personnes arrivaient à l'avoir alors qu'elles ne le méritaient pas, que financièrement elles n'en avaient pas besoin, ou qu'elles l'avaient X fois parce qu'elles arrivaient à trouver des failles pour. Donc moi ça, le fait de remettre à plat par exemple ce dispositif, je trouve ça très bien. Avoir ensuite des actions envers les lycéens, la cantine à 1 €, je suis plus mitigée par exemple. Parce que derrière un coût qu'on ne fait pas supporter à l'usager, c'est-à-dire le parent de lycéen, c'est un coût qu'on fait supporter à d'autres, par exemple aux contribuables. Ou alors c'est des projets qu'on ne fait pas aboutir, parce que l'argent qu'on n'a pas, la recette qu'on n'a pas eue, du coup c'est de l'argent qu'on ne pourra pas mettre sur autre chose. Donc voilà, moi par exemple sur la cantine à la possession, on n'a pas cette façon de faire. Nous on fait des tarifs qui sont échelonnés selon les moyens de chaque personne. Oui, parce que faire payer 1 € la cantine à des personnes qui touchent 4-5 000 € par mois, moi je trouve pas ça juste. Voilà. Donc voilà, il y a des choses que je trouve bien et des choses que je trouve moins bien. Et en temps voulu, on fera vraiment un bilan, on va dire global de l'action régionale. Que vous inspirent les arbustes qui poussent sur le moignon de la NRL? Vous savez, quand on arrive. Oui. Moi, je regarde toujours ça et je vois qu'il y a des arbustes qui poussent et je vois ce truc qui s'arrête dans la mer. Oui. Ça a été fini. Oui, c'est le symbole, effectivement. Et bon, déjà, je pense que avoir réussi à réimpulser un chantier qui était quand même un peu enlisé, voilà, ça je dois quand même reconnaître qu'il y a eu cette action-là de Madame Bello. Au moins, il y a une demi-route, c'est déjà mieux. J'ai entendu des gens dire ouais, mais c'est pas la route entière, mais vaut mieux une demi que rien. Voilà. Maintenant, sur la fin du chantier de la route du littoral, ce que moi j'attends en tout cas en tant que maire de la possession, et j'ai eu l'occasion de le dire à Madame la présidente de région, c'est d'être vraiment concerté. Autant nous, mairie, on concerte les citoyens, autant les autres institutions, notamment les plus grosses entre guillemets que nous, le département et la région, on peut un peu la fâcheuse tendance d'oublier de nous concerter quand ils font des projets. Et comme je disais, on a toutes les peines à avoir des réunions régulières pour vraiment travailler en synergie. Donc là, en l'occurrence, sur le chantier de la route du littoral, on a appris assez tardivement que l'autopont allait être enlevé. On a eu du coup beaucoup de réunions très rapprochées pour essayer de comprendre, de savoir est-ce qu'il n'y avait pas d'autre option, est-ce qu'on ne va pas décaler l'autopont physiquement, est-ce qu'on ne va pas décaler l'enlèvement dans le temps, ou réduire en tout cas le temps où il n'y aura pas d'autopont et pas encore plus d'autopont et pas encore d'échangeurs. Enfin voilà, on a tourné les choses dans tous les sens avec les techniciens. Bon, ils ont joué le jeu, ça c'est bien. Ils nous ont répondu et malheureusement, il n'y a pas de solution.
Donc l'autopont sera enlevé au mois de novembre. Moi, j'ai demandé que les possessionnés soient informés. Donc la région a aussi joué le jeu de venir présenter les choses ici à la possession. Maintenant, on a un peu de mal, par exemple, à avoir un retour sur la suite qui est donnée aux personnes qui sont exprimées lors de cette réunion, qui ont dit est-ce qu'on ne pourrait pas passer les voitures sous le pont qui est aujourd'hui seulement piéton derrière la mairie. Voilà, donc la région a fait l'étude, mais maintenant je suis en train de leur dire il faut dire aux gens les choses. Voilà, il ne faut pas juste étudier techniquement les choses et rester dans son bureau. Je pense que c'est ce qu'il y a un peu comme problème dans les grosses institutions. On reste très administratif et on oublie que derrière, il faut dire aux gens. Il faut venir expliquer, il faut faire les choses, faire comprendre le plus simplement possible les choses. Donc, on a réussi à avoir un flyer de la part de la région pour donner déjà quelques infos, mais il reste encore des étapes. Donc je suis, on va dire, très active auprès de la région pour dire, ne nous laissez pas nous possessionner, et moi en tant que maire, je représente les possessionnés, dans le doute, dans peut-être des problématiques qui vont arriver quand l'autopont sera enlevé et qu'on pourrait, des petits sujets qu'on pourrait résoudre. Soyez vraiment réactifs, soyez vraiment à notre écoute. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact environnemental du chantier de la NRL sur le platier récifal de la possession ? Alors non, parce qu'on n'a pas cette compétence de pouvoir mesurer comme ça la diversité écologique. Mais en tout cas, moi j'ai des pêcheurs, qui me disent il y a quand même, il n'y a plus la même diversité qu'avant. Maintenant, est-ce que c'est le chantier, est-ce que c'est le réchauffement des eaux, parce qu'il y a aussi malheureusement ce sujet-là. Moi je ne suis pas assez scientifique pour pouvoir le déterminer. Il faudrait une vraie étude effectivement pour savoir. Et surtout, moi, il n'y a pas eu de réparation ? Non, il y a des indemnisations prévues, des enveloppes prévues pour l'indemnisation des écologiques, on va dire, par la région. Maintenant, effectivement, ça sera une étape à venir, une fois qu'on aura géré l'autopont. Oui. On commence par les problèmes pour les possessionnés, mais ensuite, il faudra qu'on discute avec la région de justement les réparations, par exemple. Est-ce qu'il peut y avoir, ça avait été évoqué à un moment, des récifs artificiels qui soient posés et des bouts de coraux qu'on fait bourgeonner pour recréer un récif à cet endroit-là. Il y a des assos qui font ça. Oui. Et quel bilan est-ce que vous faites de Cyril Maker au département ? Alors le département, déjà ce que je trouve positif, c'est que justement la région a arrêté, pour des raisons financières, et je peux comprendre que le chantier de la route du littoral a bien plombé les finances de la région, a arrêté le plan de relance régionale, qui était l'aide que la région attribuait aux communes pour nos projets. Et ça nous a mis quand même un sacré coup dans nos financements. En tout cas, nous, ça a été vraiment ce qu'on a essayé de faire pendant 12 ans pour redresser la barre, je veux dire, quand même d'une commune qui était au bord de la mise sous tutelle et qui ne l'est plus du tout, comme certains essaient de le faire penser. Non, la gestion, elle est tout à fait saine et il n'y a pas de souci. Par contre, on est vigilant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit les dépenses, surtout les dépenses très inutiles, trop de voyages, trop de réception et tout ça. D'accord, en interne. On n'avait pas besoin. Après des gaspillages aussi, de l'eau, des fuites d'eau qu'on ne réparait pas, de l'électricité qu'on laissait tourner pendant tout le week-end dans des bâtiments qui étaient fermés. Donc tout ça aujourd'hui c'est suivi, un contrôle de gestion, on appelle ça tous les mois pour regarder les factures et agir très rapidement. Et à côté de ça, on a été chercher des financements, et notamment ces fonds de la région. Et donc pour revenir au département, le département, lui, a mis en place un plan de financement des communes. D'ailleurs très, très transparent et très équitable en fonction de la population de chaque commune. Donc au moins comme ça, donc ça, je trouve que c'est très positif. Par contre, sur des sujets d'interface, à nouveau, on a parfois du mal à pouvoir voir le département. Par exemple, j'ai un terrain sportif sur un collège dans le sud de la commune, le collège Texera d'Amota, qui depuis 4 ou 5 ans est utilisé uniquement par le collège en journée. Or, le quartier Moulin-Joli qui est juste à côté, les jeunes nous disent nous on aimerait bien utiliser ce terrain-là pour jouer au foot. Et on a un peu toutes les peines du monde à travailler avec le département pour trouver via une convention. Donc là, ça y est, on y arrive enfin, mais ça a mis 4-5 ans, à pouvoir mettre en place cette convention qui permette d'ouvrir aux jeunes du quartier ce terrain. On a un projet de 4e collège qui a pris des années de retard, au moins 3 ans de retard, parce que depuis des années, le département nous dit « donnez-moi un terrain,
et je construirai un 4e collège. Sauf qu'on n'a pas de foncier sur, en tout cas, la zone où le collège mérite d'être construit, c'est-à-dire cœur de ville. Les fonciers sont des fonciers privés, et le moindre foncier qu'on doit acheter pour faire un collège, c'est à peu près 4 à 5 millions d'euros. Moi, je ne peux pas sortir 4 millions d'euros comme ça pour construire un établissement qui ne dépend pas de ma compétence. Moi, je construis des écoles primaires. Voilà, et ce n'est pas une obligation pour une mairie de mettre à disposition un terrain à 5 millions d'euros pour le département. Donc, moi, ce que j'ai dit au département et à M. Melker, c'est on veut bien, mais qu'est-ce qu'on y gagne ? Donc là, ça y est, enfin, on a réussi à trouver un terrain d'accord, c'est que le département, en plus du collège, construira des équipements sportifs qui serviront à nouveau, comme le premier cas, la journée pour les collégiens, mais le soir, le week-end, les vacances, pour les habitants du quartier cœur de ville. Voilà, donc là, on tombe enfin sur du gagnant-gagnant. Voilà, mais c'est toujours très long et très compliqué de faire entendre que c'est pas parce qu'une collectivité est, entre guillemets, plus grosse ou plus forte que nous, qu'on va juste dire oui à chaque chose qu'on veut nous demander ou imposer. Voilà, nous aussi, on défend entre guillemets nos intérêts, et quand je dis nos, c'est l'intérêt des possessionnaires. De votre carrière, donc vous avez eu 2 métiers. Vous avez été prof, vous avez été maire. C'est 2 métiers qui sont énergivores parce que les profs se font agresser, et j'entendais aussi que les maires se font souvent agresser également. Même en France, il y a une crise de vocation des maires dans certaines communes. Ce n'est pas le cas à La Réunion. Si par malchance vous n'étiez pas réélu, quelle activité choisiriez-vous ? Alors déjà sur la question de la violence, j'ai de la chance, je touche du bois. Je n'ai jamais été agressée ni en tant que prof, ni en tant que maire. Alors agressée, j'entends par là quelqu'un qui est verbalement ou physiquement vraiment été violent au point que ça me déstabilise. Forcément des gens pas contents, j'en ai eu, mais j'ai aussi, justement, je parlais tout à l'heure de travail sur ces émotions, moi je fais ce travail-là, je fais de la méditation, j'ai vraiment tout un volet de philosophique, spirituel même, que je développe, et parce que je pense que absorber comme ça la détresse humaine sans que ça ne nous atteigne trop, parce que sinon on ne peut plus aider les autres. Si on coule avec les gens au fond de la piscine, on ne va pas pouvoir les aider à sortir la tête de l'eau. Apprendre aussi à gérer le pouvoir, justement ne pas avoir ce qu'on dit, le pouvoir qui monte à la tête et on se croit sorti de la cuisse de Jupiter. Non, ça moi je fais ce travail chaque jour d'être au clair avec moi-même. Après, si je ne suis plus réélue, il y a plusieurs options que j'ai déjà un peu envisagées. Soit de retourner effectivement être professeur, soit d'être chef d'établissement, parce que ça allierait à la fois le côté enseignement, mais aussi le côté management et vision d'ensemble. Ou une autre chose que j'ai envisagée, c'est d'être consultante et de pouvoir faire profiter de l'expérience que j'ai eue pendant 12 ans des collectivités, par exemple à d'autres élus, formation d'élus, ou même à d'autres collectivités ou d'autres organisations où on doit travailler ensemble, parce que je pense que d'avoir été maire et être maire d'une collectivité avec 1000 agents, ça m'a forgé sur pas mal de sujets, management, organisation, relations, etc. Maintenant, j'ai bon espoir que ce ne soit que des options, on va dire, théoriques, et que en mars 2026, on puisse plutôt continuer à gérer la mairie de la possession. Mais je veux dire, je suis assez confiante, en tout cas, quand je vois les personnes que je rencontre. J'ai vu 500 seniors cette semaine, 200 personnes à Dodane pour une kermesse ce week-end. Les gens globalement sont contents. Donc, confiance. Confiance. Il n'y a pas de raison, comme on dit, de changer une équipe qui gagne, je ne sais pas, mais en tout cas qui fait son travail du mieux possible. Et d'ailleurs, c'est notre slogan à la mairie, ensemble toujours mieux. Ça nous laisse le temps de faire la dernière partie qui est les questions express. Oui. Donc c'est des questions fermées. Où il faut répondre assez rapidement par oui ou non, ou un choix entre 2 options. Okay. La première question, justement, c'est un choix entre supprimer l'acheminement des touristes par la rivière de Galets ou les vols en hélicoptère. Les vols en hélicoptère.
Enfin, pour les touristes. Enfin, oui, pour les touristes. Voilà, pour le tourisme. Mais par contre, si c'est pas que sur le tourisme, ça serait le premier choix. D'accord. Parce que les denrées en hélico, c'est indispensable pour la vie des Mapapé. Voilà, c'était sur le plan touristique. On s'imagine dans un karaoké, vous avez le choix entre deux chansons. Les lacs du Connemara de Sardou ou Intercité de Daniel Waro. Oh, c'est dur là. Bah, j'avoue quand même que j'ai une petite préférence pour les lacs du Connemara, tout simplement parce que je l'ai chanté quand j'avais un groupe. Terre brûlée, au vent onde de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Donc une carrière de chanteuse à venir, quoi. Et c'est ce que j'avais dit avec cette question-là, tout le monde va l'avoir dans la tête pendant 2 semaines. Oui. Ah bah, elle est très entraînante quand même, cette chanson. Mais après, je chante, effectivement, et j'ai un répertoire très, très vaste. Daniel Waro, j'avoue que je me suis jamais frottée à ses chansons parce que c'est tellement un personnage, c'est tellement particulier. Enfin voilà, d'autres chansons on va dire plus classiques, Akos Huipin, Tika Zampaille, Cascavel, Marmaille Longtemps, voilà tout ça. Ça je chante. Là, je vais chanter ça aux gens de Dodane parce que c'est notre patrimoine en fait, ou dans les kermesses d'école, voilà parce que c'est important que les enfants apprennent ces chansons-là. Est-ce que vous êtes plutôt mer ou montagne? Je suis plutôt montagne. Ouais, moi j'aime bien marcher, avoir vraiment ce contact à la nature. Plutôt montagne. Quoi. Quelle est la possessionnaise ou le possessionnaire qui vous inspire le plus? Oh, ma mère. Mélenchon ou Le Pen, au second tour de la présidentielle, vous votez pour qui? Aïe. On n'a pas le droit à l'abstention. S'il faut choisir, malgré tout Mélenchon. Parce que les valeurs du RN, c'est vraiment pour moi des valeurs du rejet, du racisme, même s'ils arrivent aujourd'hui à être pour moi des loups déguisés en agneaux. Mais non, c'est des valeurs qui sont vraiment à l'opposé des miennes. Bien que celle de M. Mélenchon, parfois, sur le fond des idées, parfois je suis d'accord, mais par contre sur le personnage et sur la forme, je préfère par exemple de loin un Ruffin. Voilà, où là, ses interventions sur le fait de faire reconnaître les petites gens, celles qu'on ne voit pas, les invisibles, etc. Je trouve tout à fait remarquable parce que c'est très vrai. Merci beaucoup. Merci Super. beaucoup. Merci à vous. Génial.